Bonjour et bienvenue donc sur ce petit lightning sur l'optimisation des process internes, où je vous parlais donc de quand et comment améliorer nos processus internes au sein des contextes techniques. Donc, je m'appelle Théodore, je suis ingénieur de production pour le SN Neosoft. Je travaille principalement sur les contextes de production, actuellement plutôt sur l'observabilité puis l'exploitation de manière générale. Donc non développeur, plutôt orienté tech. Mes domaines de prédiction, c'est vraiment l'amélioration des méthodes et des usages au sein de nos équipes techniques. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. C'est celle de Z. Z, c'est un nouvel arrivant dans une équipe. Il est apprenti, il est stagiaire, prestataire. Bref, il vient d'arriver dans une équipe, il est très technique, ça, il n'y a pas de souci avec. Il est motivé. Et donc, il va tout de suite se mettre au travail sans perdre de temps. Comme tout nouveau, il va se poser des questions. Mais avant ça, il va découvrir tous les outils, tous les usages internes au sein de cette équipe. Et il finira par se poser des questions liées vraiment au process. Un exemple simple, c'est j'ai trouvé un bug, on passe par quoi pour le suivi, que ce soit pour l'affectation des tâches, le contrôle post-correction, la relecture, etc. Donc tout ce qui est lié vraiment au process lié au bug. Il a une équipe qui est très soudée, très réactive, et tout le monde va se précipiter automatiquement dès qu'il a posé la question. Et le premier problème qui apparaît, c'est qu'ils vont tous lui donner une réponse différente. Lui, il vient d'arriver, il ne connaît pas encore l'entreprise, donc il ne sait pas vraiment quel est vraiment le process qu'il doit choisir. Le deuxième problème, c'est qu'au niveau des personnes à qui il va devoir transmettre, communiquer sur ce bug, eux-mêmes vont être aussi perdus parce qu'ils ne sauront pas forcément, en fonction de qui ils ont face, par quels moyens eux-mêmes doivent répondre. Et là, on se rend compte qu'on a un problème qui est vraiment lié au processus interne. Donc, et c'est là que la coordination devient vraiment essentielle. Je vais commencer par vous donner ma définition propre de ce que j'entends par la coordination en 3 questions assez simples. Avant tout, le coordinateur, pour moi, c'est donc une personne qui vient, non pas pour imposer, mais vraiment trouver des méthodes qui répondent aux besoins réels des équipes techniques. Ça n'impose rien. Ça n'impose rien, sinon que ça ne doit surtout pas être le management qui s'occupe de la coordination. C'est une chose qu'il y a parfois des gens qui se trompent vraiment sur ce sujet, mais je dirais simplement qu'on ne voudrait pas que notre patron soit également notre délégué syndical. Et d'ailleurs, merci, c'est pas possible. Et bien, c'est la même chose donc pour la coordination. Il ne faut surtout pas que les process internes soient rédigés par le management. Alors, ça se traduit comment concrètement? Eh bien, c'est le manager qui va donner vraiment la direction, le but à suivre, la coordination, que ce soit une ou plusieurs personnes en fonction des équipes techniques. Plus le contexte est large, évidemment, plus il y aura ce besoin de coordination. Les équipes techniques, donc, la coordination qui doit réfléchir à comment atteindre ces objectifs le plus facilement possible et surtout comment ça s'intègre le mieux au sein de l'équipe. Tout ça pour que l'équipe œuvre ensemble donc, dans la même direction. Donc Z, maintenant, il sait globalement ce qu'est un coordinateur et de ce qu'est la coordination. Et là, il va s'intéresser aux 5 points clés, toujours selon ma propre définition de mon expérience. Les 2 premiers, harmoniser les pratiques et construire des habitudes. Là, il s'agit de suivre déjà le principe de Pareto. On considère que 20% de nos tâches représentent 80% de notre activité. On va donc essayer de se concentrer sur ces 20% des tâches et optimiser, améliorer la façon dont ça fonctionne. Si le temps manque, il faudra toujours se concentrer sur favoriser l'échange finalement. Et comprendre comment les uns et les autres fonctionnent. Il faut bien se dire que c'est aussi important que de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Parce que le pourquoi est souvent révélateur des besoins réels des équipes. Les 2 points suivants qui sont liés, d'abord donc identifier les axes d'amélioration. Là, c'est plutôt du coup s'occuper des 80% des tâches restantes. Là, la première question qu'il faudra se poser, c'est est-ce qu'il y a besoin ou non d'aller sur de la coordination dans ces activités-là? Parfois oui, parfois non. Donc, il faudra toujours peser le pour et le contre en sachant que c'est un travail qui est plus poussé, qui va demander une certaine rigueur et de l'investissement. Donc, toujours bien identifier tous ces axes d'amélioration proprement. Anticiper les besoins, c'est un peu à l'opposé vis-à-vis du contexte présent. C'est savoir sur donc, un nouveau périmètre, un nouveau contexte, un nouveau besoin qui apparaîtrait, se dire, OK, on pose directement les bases de la coordination dessus, on définit vraiment la méthode commune et on ne laisse pas le temps finalement l'apparition des méthodes individuelles qui pourraient être parfois non adaptées
au contexte. Le dernier point, donc développer les leviers vis-à-vis des outils. Ça, c'est un point dont je vais parler un peu plus dans la suite. Il s'agira surtout une fois qu'on a fait toutes ces identifications d'amélioration, eh bien de mettre concrètement la main à la pâte et puis d'aller vers ces améliorations. L'exemple que j'aimerais vous partager, c'est celui des dashboards. Les dashboards, dans mon cas, c'est vraiment la première chose sur laquelle je m'attaque lorsqu'il s'agit d'amélioration. On a tous déjà des dashboards. Moi, le premier, et je pense que vous êtes pareil que moi, on se crée aussi notre propre dashboard. Généralement, ça nous permet d'être plus efficace lorsqu'on a besoin d'aller sur de la technique plus précise. Là, il s'agira dans la coordination de faire la cartographie déjà de tout l'existant des dashboards partagés et individuels sur un contexte donné, bien entendu, d'en observer les usages réels et ensuite de commencer à passer à l'action. D'abord, on supprimer tout ce qui n'a pas raison d'être. Tout ce qui présente trop de dérives vis-à-vis d'un modèle commun, il faut vraiment l'éliminer. Regrouper les besoins, c'est vraiment la seconde phase. Il s'agira ici, notamment concernant les dashboards individualisés, d'essayer de rassembler toutes les choses qui sont un peu des redites dans chacun de ces dashboards et de les rassembler dans un minimum de dashboards. On va essayer notamment de cibler, pour un contexte donné, un dashboard principal, et ensuite de se baser sur des dashboards secondaires. L'idée, ça va être vraiment de concentrer tous les indicateurs clés et surtout de les concentrer dans une vue la plus réduite possible avec un maximum d'informations pertinentes dans un seul dashboard principal, puis de faire le lien et puis expliciter l'usage des dashboards secondaires. Ainsi, on va vraiment réduire la vue et surtout réduire la dissipation de l'attention. Un deuxième cas que je pourrais vous présenter, cette fois-ci, il n'est pas du tout technique, il est vraiment organisationnel. Et pourtant, on parle quand même d'outillage là-dessus. Il s'agit des rôles qui se tournent, qui ont une certaine rotation, donc des postes à responsabilité alternée. Supposons que vous soyez 6 dans une équipe. Ça va être typiquement le genre de tâche qu'on fait du coup 1 semaine sur 6. On a souvent ça dans nos équipes techniques et ça présente 2 risques. Le premier, il est interne. Déjà, il n'y a pas de socle commun, souvent, et un flou sur les attendus. Ce qui veut dire que chacun va avoir une méthode qui lui sera très personnelle, qui évoluera difficilement. Il y aura beaucoup de réfraction naturelle, finalement, à l'évolution de ces fonctions. D'un point de vue externe, il y a aussi des risques. C'est celui vis-à-vis des personnes avec qui vous communiquez, qu'il peut y avoir en tout cas une perception d'inconstance dans le résultat attendu et même dans le travail délivré. Là-dessus, donc, la coordination va être vraiment importante et il faudra rendre ces usages explicites et créer des référentiels communs. Alors, quand je parle de référentiels communs, là encore une fois, en général, on pense surtout à de la documentation du coup organisationnelle, donc des process rédigés. Pour ma part, et vous êtes sûrement pareil, je n'ai pas envie de passer une demi-heure à lire un process. Ça ne m'intéresse pas trop, surtout que je ne vais rien retenir. Et puis, ce sera assez difficile à mettre en œuvre. Et donc là, ce que j'invite les gens à faire, c'est surtout à essayer de bien comprendre comment fonctionne l'équipe et de personnaliser vraiment la communication. Un petit exemple, moi, que j'ai pu mettre en place, une simple fiche visuelle. En une seule fiche, on peut résumer un rôle, une responsabilité, définir clairement les attentes avec des jalons, objectivés, essayer vraiment de permettre donc aux personnes d'être concentrées sur ce qu'on attend précisément de la tâche dans des délais justement mesurés. Une chose importante, il vaut mieux démarrer plus petit et agrandir petit à petit vraiment l'usage de ces communications, y aller vraiment progressivement. Un dernier cas qui me semble aussi intéressant de partager, celui-là, il va être un peu différent parce que ce n'est pas tant ce que j'ai fait qui est intéressant, c'est surtout comment j'ai fait, comment j'ai eu l'approche. Bien souvent, on a dans nos équipes, dans des entreprises de manière générale, des outils à notre disposition qui ne sont pas forcément exploités pleinement. Je pense notamment, donc là je vais vous parler surtout de la solution que j'ai choisi de travailler, de développer, ça a été la Power Platform. Power Platform, donc pour rappel, il s'agit d'une suite d'applications de Microsoft qui est souvent disponible, surtout qui va pouvoir mettre en lien des outils qui sont fréquemment utilisés, Teams, Outlook, SharePoint, etc. L'idée,
c'est de gagner en efficacité, donc, grâce à ces outils, sur des périmètres qui pourraient être un peu mal, disons, exploités. Pour vous présenter un cas donc, que j'ai pu avoir, et un cas qui a été jusqu'à présent le cas le plus complet que j'ai pu traiter. Il s'agissait donc d'une tâche où, dans mon équipe, on a un sujet autour de l'impact lorsqu'il y a des mises à jour applicatives, que ce soit sur les serveurs, sur les services. Donc cette définition des impacts avec des migrations régulières, avec de nombreuses plateformes, des outils également que ce soit de supervision ou d'observabilité qui varient et qui changent, qui évoluent. Même au niveau de la communication, en fonction de qui occupait cette tâche, ça pouvait être assez irrégulier, tant sur les aspects donc, de la communication, ce qui était communiqué, mais également sur la forme. On a voulu un peu simplifier ce process. Alors le simplifier pour finalement, j'allais dire, l'utilisateur final, qui là, dans mon cas, c'est simplement les membres de mon équipe. Le simplifier avec, finalement, en se débarrassant en fait, des différents points de connexion sur lesquels il fallait aller avant. La première chose à faire, nous, ça a été toutes les données qui concernent justement nos applications, on en faisait un extract et on l'envoie vers du Power Automate. L'idée, c'est de créer une base de données référencée et toujours à jour sur tous nos contextes techniques. Une fois que c'est traité dans le Power Automate, on l'envoie vers SharePoint. SharePoint, donc, comme on l'a dit, c'est une solution déjà utilisée massivement dans nos entreprises. Donc, finalement, là, vous pouvez déjà voir qu'en fait, on exploite finalement des outils déjà à notre disposition, mais sous-exploités par rapport à ce qu'on pourrait en faire. Une fois que c'est dans SharePoint, on va pouvoir l'utiliser avec la Power Platform, Power Apps, du coup. Power Apps, l'idée, c'est de créer une application vraiment dédiée à un usage précis dans notre équipe et de faire en sorte que les gens, donc de mon équipe, puissent se connecter uniquement à cette interface-là et gérer toute l'activité qui est liée au travers de cette unique interface. En l'occurrence, avec aujourd'hui, nous, cette interface Power Apps, on va pouvoir gérer du coup les services et les serveurs vis-à-vis donc, des mises à jour applicatives qu'on effectue. On gère également au niveau de la supervision et l'observabilité, savoir donc, automatiquement, en un clic, aller sur le service observé ou même, parfois, c'est même des groupes de services, donc des process groups, sur lesquels on va pouvoir même observer de manière beaucoup plus large, donc en un clic, avec du lien automatiquement fait par Power Apps, sous-traité derrière avec d'ailleurs Power Automate. Et puis au niveau communication, c'est aussi créer un socle commun, une base commune sur ce qu'on communique et comment on le communique. Ça, c'est semi-automatisé ou automatisé complètement. Nous, dans notre cas, notre équipe, c'est encore semi-automatisé puisqu'on est encore en phase de test niveau communication. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher les informations. Elles sont directement synthétisées grâce notamment à Power Apps. Tout ça, ça nous fait gagner évidemment en temps, mais surtout en confort, puisqu'il n'y a plus vraiment besoin d'ouvrir nos 100 pages différentes pour réussir à trouver toutes les informations. On se concentre vraiment sur notre cœur de métier, donc la technique, et on laisse toute cette partie justement de process un peu derrière nous en se concentrant, voilà, comme je dis, sur l'essentiel. Alors pour conclure rapidement donc, sur cette présentation, les points les plus importants du coup qu'il faudrait retenir de la coordination. Avant tout, l'idée, c'est vraiment de transformer toutes ces initiatives personnelles, pour rappel, on parlait des dashboards individualisés, donc tout ça, de les prendre et vraiment d'en extraire le meilleur pour en faire un support commun. Comprendre comment est aussi important que pourquoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que la façon dont on fait une tâche, c'est souvent révélateur aussi des priorités qui sont implicites. Des choses que, de manière individuelle, on va détecter, mais qu'au niveau groupe, souvent, on ne le met pas assez en avant. Or, c'est bien là-dessus que dans la coordination qu'il va falloir se concentrer. L'apport, je l'ai déjà dit et je vais pouvoir le redire ici, donc l'apport ne se calcule pas toujours en temps. Parfois, en mettant en place un process important, on ne va pas forcément gagner en efficacité temporelle. Si une tâche nous prenait une demi-heure, peut-être qu'on va gagner 5 minutes. Super, c'est pas ouf. Mais en revanche, en termes de confort, ça apporte énormément. L'idée, c'est aussi qu'on se dissipe moins au niveau réflexion et qu'on se concentre vraiment, comme je dis, sur notre cœur de métier et qu'on oublie derrière finalement le process. Parce que oublier le process, c'est finalement là où le process est vraiment efficace. Enfin, la coordination, ça commence vraiment quand on décide de travailler du coup comme une équipe
comme une seule équipe, finalement comme un seul. Il s'agit de suivre d'un commun accord un process qui est approuvé, rédigé de manière commune, même si au final, c'est vraiment le coordinateur derrière qui va essayer de devoir synthétiser tout ça, le ou les coordinateurs. Comme je disais, plus l'équipe est grosse, plus il y a ce besoin de coordination. Il va aussi falloir trouver les compromis, parce que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, cette nouvelle méthode. Et ça, c'est vraiment le travail de fond de la coordination. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Puis, si vous avez des questions, je vais être là pour y répondre. Merci. Oui, une question. Là, c'est surtout, en fait, il faut se baser surtout sur la souffrance. C'est assez bête à dire, mais finalement, quand un process ne fonctionne pas ou est insuffisant par rapport aux besoins réels de l'équipe, il y a forcément une gêne qui se crée. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de se concentrer pour focaliser l'attention, en sachant que, comme je dis, on ne peut pas, et tout n'a pas besoin forcément d'être optimisé dans l'immédiat. Donc, voilà, on va essayer de se baser sur la gêne ou aussi les zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est un point, on s'en rend très vite compte. Finalement, c'est assez naturel d'identifier les aspects qui mériteraient ou non la coordination plus établie. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. D'autres questions? Non? Très bien. Eh ben, merci à tous.